Chers invités, chers téléspectateurs, intéressons-nous à présent à cette affaire des 49 soldats ivoiriens accusés d'être des mercenaires après enquête. Ces derniers ont été inculpés et écroués pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Monsieur Issa Cissé, quelle appréciation faites-vous après cette décision de justice? Monsieur Issa Cissé, vous avez la parole. Alors, le temps de permettre à Monsieur Issa Cissé de se connecter et de poursuivre ce débat avec nous. Madame Linda Labaoui, quelle appréciation faites-vous après cette décision de justice? C'est une très très bonne chose. Il faut que tous ceux qui commettent un crime quelque part en Afrique, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent avec les lois du pays. Parce que on nous parle des droits de l'homme, on nous parle de l'ONU, on nous parle du tribunal de la Haye international, mais on nous parle jamais de nos constitutions, on nous parle jamais des lois établies dans nos pays. Donc c'est une très très bonne décision. Et comme ça donnera aux prochains, ça leur donnera au moins une vision de ce qui peut leur arriver s'ils transgressent les lois d'un pays, que ça soit le Mali ou un autre. Parce que rien n'est durable, même au Niger, c'est pas durable. La situation n'est pas durable. Au Burkina non plus, et on le voit bien au Mali, ça a duré trop longtemps depuis paix à son âme Modibo Keïta. Aujourd'hui, ça change. En Algérie, ça a duré un peu avec l'espèce de bande là, liée aux frères de Bouteflika, ça a changé, et ainsi de suite. Mais des mercenaires, c'est ça notre problème. C'est l'Africain qui fait du mal à l'Africain. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est ça les questions qu'il faut se poser. On n'a pas encore les réponses, même si on peut les deviner. Mais c'est l'Africain qui tue son frère africain. En fait, cette soi-disant mission civilisatrice dont parlait notre frère tout à l'heure, Diawara, on nous a ramené la maladie des Blancs en Afrique. L'Afrique était le continent paisible où vivaient les trois religions plus des tribus païennes. Et tout ce monde-là vivait en harmonie. On est venu soi-disant nous civiliser. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des mercenaires par-ci, il y a des djihadistes par-là, il y a des voleurs par là-bas, et ainsi de suite. Donc, ces mercenaires-là, moi, j'aimerais bien voir la suite et savoir plus sur leur dossier et comment c'est arrivé. On attendra que la justice malienne se prononcera, et j'ai vraiment confiance. Parce que le Mali aujourd'hui est assis sur, je dirais, une bombe, et le gouvernement actuel n'a pas intérêt à déconner. Donc le dossier sera très très bien établi. Je n'ai aucun de doute là-dessus. Et puis la suite nous dira plus. Mais l'implication, c'est là où je vais ouvrir cet angle. Jamais Ouattara ne se serait impliqué tout seul. Ce n'est pas possible. C'est un très très gros dossier pour le gouvernement malien. Donc s'il y a Ouattara qui s'est impliqué là-dedans, c'est que il y a la France derrière. Mais à lui tout seul, il n'aurait jamais pris cette décision. Alors forcément, ces gens-là, il y a une histoire derrière eux, il y a une mission derrière eux, laquelle pour le moment, le gouvernement malien reste discret parce que le dossier est en instruction et ça se comprend. Mais Ouattara, à lui tout seul, jamais cette décision, il l'aurait prise. On sait très bien qui a mis Ouattara en place, on sait comment ça s'est déroulé, et nous savons très bien au profit de qui il travaille. Donc, c'est un ordre qu'on lui a donné. Et pourquoi 49? C'est ça. Pourquoi pas 50? C'est un chiffre qui me chiffonne un peu, qui m'inquiète un peu. Il y a forcément une personne derrière et c'est elle qui manque à l'appel. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui a échappé au groupe parce que 49 n'est pas normal.
ou 50 ou 40, mais pas 49. Et je vais essayer de trouver la réponse de cette équation. Monsieur Sylvain de Bogou, pour d'aucuns, cette décision de justice est précipitée. Il fallait poursuivre avec la médiation togolaise. Quelle est votre grille de lecture, Monsieur Sylvain de Bogou? Merci, madame. En tout cas, cette décision de justice ne peut que nous satisfaire parce que cette affaire, vraiment affaire des 49 mercenaires, on a vu ce que ça s'est devenu. Au départ, Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement avaient dit que ces gens étaient là de façon officielle pendant que l'autorité malienne n'est pas au courant. Et après, c'est Ouattara qui donne l'ordre à un pays indépendant de libérer immédiatement des gens qui ne reconnaissaient pas, des gens qui sont même des mercenaires. Là, pour nous, c'est cette condamnation. Le Mali nous démontre qu'il vient un pays mûr et qu'il y a des lois à respecter. Il y a des lois à respecter au Mali et que c'est ainsi que les pays africains, si nous voulons réellement arriver à une liberté, si nous voulons réellement arracher nos pays à ces Occidentaux qui nous prennent pour leurs vaches à lait, si nous voulons réellement de la liberté, c'est comme ça que nous devons travailler dans chaque pays donné. Oui, parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas seul dans cette affaire. C'est la monnaie qu'il voulait, c'est une autre monnaie qu'il voulait payer rendre à la France. C'est cette monnaie qui a échoué. C'est-à-dire la France l'ayant mis au pouvoir par les kalachnikovs et les fusils et les machettes, c'est à lui maintenant de donner la monnaie, de repayer la monnaie, en tout cas en bonne et due forme, à la France en déstabilisant le Mali qui fournit des milliers de tonnes d'or chaque année à la France et au reste des alliés de la France. C'est cela. Donc, dans cette affaire, c'est la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, bien sûr, mais nous disons que c'est la France qui vient d'échouer une fois de plus. La France qui veut, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est son caleçon qui est grand, qui est gros, mais il n'y a rien là-dedans. Et donc la France qui n'a jamais pensé à son économie, à son indépendance et à sa place dans le monde entier sans colonie, aujourd'hui, la France constate que avec le départ du Mali, d'autres pays vont suivre et la France va devenir un pays du quart monde. Il ne sera pas du tiers monde, mais dans le quart monde. Parce que la France compte sur les colonies pour s'enrichir. Comme vous le savez tous, la France n'a jamais pensé vivre sans les colonies. Et c'est cela le danger qui nous mine. Et c'est pour cela que nous disons nous devons combattre ces gens comme Alassane Dramane Ouattara et au Niger et un peu partout, ces marionnettes qui sont là pour servir la cause française. Donc, en tout cas, pour couper court, pour ce verdict, nous sommes très contents. Il faut agir ainsi pour servir des leçons, à tous ceux qui voudront oser et aller déstabiliser pour 1 million de francs donnés à leur famille, aller déstabiliser des pays entiers, tuer des gens, parce que quand des mercenaires vont quelque part, ils ne vont pas s'amuser, ce ne sont pas des congés de Noël, ils vont tuer, ils vont assassiner. Et au moins ils ont eu la chance, les Maliens sont gentils, ils ne les ont pas assassinés, ils les gardent en prison, les nourrissent, ils s'occupent d'eux. Donc c'est vraiment la bonne justice et nous sommes contents. Monsieur Issa Diawara, qu'en est-il de la médiation togolaise? La médiation togolaise, madame, bon, vous savez, la médiation togolaise, depuis le début, j'avais dit que le Mali est en train de gagner du temps, en fait. Puisque le Mali, les 49 mercenaires ivoiriens, vous savez, les mercenaires là sont passés à la veille, ils ont parlé. Vous savez, quand Macky Sall repartait du Mali, il n'a cessé de parler du colonel Assimi Goïta, il l'a appelé chef d'État, président de la transition, ce n'était plus la junte. Donc il a compris que Ouattara l'avait menti. Beaucoup comprennent maintenant. Donc la médiation togolaise, mais qu'est-ce que le Mali même a demandé de plus à la Côte d'Ivoire?
On a demandé à M. Ouattara tout simplement de reconnaître sa responsabilité. Madame, entre voisins, est-ce là c'est trop demandé? On te dit tu es en faute, reconnais ta faute. Tu dis non, tu ne reconnais pas, parce que Macron te dit de ne pas reconnaître. On te dit tu es en faute. On te dit tout simplement, entre voisins, de gérer de te comporter en bon voisin. Tu dis non, tu n'es pas prêt à garantir cela. Mais madame, ça veut dire tout simplement que Ouattara est prêt à continuer à déstabiliser le Mali au profit de la France. Parce que c'est la France qui l'a mis là-bas en enlevant le président Gbagbo de son palais. Donc il est prêt, il est déterminé à remplir sa mission jusqu'au bout. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, est-ce que la médiation togolaise fait dans ça? La balle est dans le cas de la médiation togolaise. Le Mali doit poser que ces trois conditions. Que Ouattara reconnaisse sa responsabilité présente des esquisses. Ensuite, que Ouattara œuvre à consolider la cohésion entre nos deux pays. Et enfin, que Ouattara, bien sûr, travaille à respecter la souveraineté de chacun de nos pays. Puisque lui n'est pas souverain. Il fait défiler les armes de Barkhane que nous avons expulsées du Mali pour bluffer les Ivoiriens, faire croire que ce sont des armes ivoiriennes. Les défilés, c'était uniquement des armes de Barkhane. Vous avez vu l'immatriculation, c'était des armes de Barkhane. Donc, puisque lui, il est dans cette dynamique. Donc, il ne comprend pas que quelqu'un qui a l'âge de son fils, le colonel Goïta, plus de 40 ans d'écart d'âge, puisse tenir tête à son papa Macron. Donc, lui, il est mal barré. Donc, le sort de la médiation togolaise n'appartient pas du côté du Mali, mais du côté de Ouattara. Tout simplement, c'est à la médiation, dans ce cas, de convaincre M. Ouattara de présenter ses esquisses. C'est tout ce que le Mali demande. C'est le minimum. C'est le minimum que le Mali a demandé. Si une médiation échoue à faire demander aux fautifs de présenter les esquisses, et ça, c'est une médiation. Voici tous les blocages. Le blocage, c'est seulement à ce niveau. Pas plus, pas moins, il est question que M. Ouattara reconnaisse son tort, parce que c'est Ouattara même qui avait dit qu'il faut que l'ONU clarifie la situation. C'est Ouattara qui a sollicité l'intervention de l'ONU. Et l'ONU a clarifié la situation en disant ne pas reconnaître les 49 mercenaires ivoiriens. Et l'ONU a même dit que les armes d'ailleurs qui accompagnent un avion rempli d'armes, mais ça dépasse 49 mercenaires militaires, madame. Où avez-vous 49, où avez-vous vu dans le monde que 49 militaires soient en mesure de bourrer tout un avion d'armes? Mais ça montre que ces armes-là étaient destinées à autre usage, ce n'est pas 49 militaires. Même si chacun d'eux transportait 10 et des armes lourdes même. Mais ils ne peuvent même pas transporter ces armes. Donc, à qui étaient destinées ces armes? Les armes que l'avion transportait n'étaient pas destinées seulement aux 49 militaires. C'est des armes pour doter à peu près. À qui étaient destinées réellement ces armes? Quel était l'usage principal de ces armes? C'est là la question. Donc on dit à Ouattara, malgré tout cela, accepte ton erreur. Et l'ONU même a tranché, c'est lui qui a sollicité l'intervention de l'ONU. L'ONU dit ne pas reconnaître les 49 militaires de Ouattara, ces mercenaires-là. Et l'ONU dit même que les militaires, les 900 militaires ivoiriens qui se trouvent au niveau de leur ministère se trouvent à Tombouctou. Or, ces hommes de Ouattara étaient venus pour Bamako. Donc ce n'est pas sérieux, même l'Allemagne. Nulle part on ne retrouve ces problèmes-là. Donc ça fait longtemps qu'ils sont dans ces mercenariats. Ça fait longtemps nous ne savons pas qui ces gens-là sont en train de former au Mali, à qui ils étaient en train de vendre les armes. On dit qu'il y a eu des rotations, mais c'était au temps d'IPK. Nous savons que l'IPK plairait les dépouilles des Français ici. Et se foutait pas mal des dépouilles des Maliens. Donc là n'est pas le problème. Donc la médiation togolaise, son sort, madame, c'est entre les mains de Ouattara. Nous avons dit ce que nous avons à dire. À la médiation de convaincre Ouattara, et la médiation reconnaît que Ouattara est en faute. Maintenant, la médiation ne parvient pas à sortir les esquisses de la bouche de M. Ouattara. Et c'est pourquoi M. Ouattara, même, il est parti en France en vitesse. Il est parti rendre compte à Macron et demander à Macron ce qu'il doit faire prochainement. S'il faut aller à une guerre, et nous avons des informations que certaines choses là-bas, nous sommes sereins. Là où la France là nous a pas intimidés, là où on n'a pas eu peur de la France, ce n'est pas Ouattara quand même. Nous savons qu'il est lié par un accord de défense avec la France et que c'est la France qui est en train de l'instrumentaliser, tout comme la France avait instrumentalisé autrefois
le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo et autres, et nous avons fait la guerre au capitaine Thomas Sankara. C'est la même chose, le même logiciel que la France est en train de tenter d'appliquer avec M. Ouattara. Nous avons pris le devant. Le colonel Sadio Kamara est parti saluer à Moscou. Ce sont les salutations fraternelles du Mali qu'il apporte au président Poutine. Et nous disons à la médiation togolaise de faire son travail. En tout cas, la balle n'est pas dans notre camp. Merci. Madame Linda Labaoui, l'inculpation des 49 mercenaires ivoiriens, est-ce qu'on peut parler du début d'une friction totale des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Peut-on conclure dans ce sens? Ça fait longtemps déjà qu'elle existe, hein, parce que Ouattara est resté hostile à toutes les demandes maliennes. Bien sûr, c'est pas lui qui répond, donc il faut qu'il consulte pour donner une réponse. Et tant que Paris n'accepte pas ce qu'on appelle la junte, moi par respect, je les appelle des patriotes, parce que c'est des patriotes. Tant que Paris n'est pas d'accord avec eux, et puis elle ne veut pas d'eux, parce que c'est des gens qui veulent l'intérêt du pays. Alors Ouattara, il peut pas avancer dans le dossier, hein. Il peut que tourner en rond. Il peut pas aller plus loin, parce que au Mali, ça ne changera pas. C'est une situation qui restera comme ça jusqu'au jour où il y a un vote. Peut-être c'est Monsieur Assimi Goïta, on sait jamais, hein, qui va se présenter. S'il est élu, ça va être une catastrophe pour Ouattara. Par contre, il y a une chose qui est sûre par rapport à toute la géopolitique qui est en train de changer en Afrique de l'Ouest. Paris commence à changer un peu sa politique envers Ouattara et envers le Maroc. Il y a un changement radical qui est en train de se faire. Ils sont en train de lâcher un peu Ouattara parce qu'il a échoué dans toutes ses missions. La mission du franc CFA, la mission de le Mali, la mission aussi par rapport au Burkina, tout ça. Mais le 25 août, il y a Macron qui part en Algérie. Ça fait presque 3 ans qu'il insiste. On lui a accordé une visite très courte. Ça va être une visite d'une journée. Et on sait auparavant déjà qu'il y a le dossier malien qui va être traité, parce que c'est frontalier, puis c'est la plus longue frontière qui est entre l'Algérie et le Maroc, 1300 kilomètres. Il y a le dossier malien, libyen où aussi la France est impliquée. Elle est impliquée avec les Émirats arabes aussi pour des transferts d'armes. J'en ai parlé déjà sur Afrique Média. Il y a le dossier du Sahara occidental où les États-Unis sont en train de changer un petit peu leur politique. Est-ce que c'est une hypocrisie ou une vérité? On ne sait pas non plus. Donc ça nous donnera déjà une avancée dans ce qui est en train de se passer par rapport à ce voyage qui est le 25 août là prochainement. Et on sait aussi que Macron a insisté d'aller en Algérie avant la visite du président Tebboune en Russie. Donc il y a certainement des choses qui vont changer dans le Sahel et par rapport à tous ces pays, par rapport aussi à la position du Mali envers la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Algérie ne changera pas sa politique. Ça, c'est sûr, c'est certain. On veut, et ça, c'est le peuple qui le demande depuis justement le Hirak, on veut un changement radical envers toutes ces entreprises qui ont profité de tout l'argent algérien. Il y a 40 milliards que l'Algérie donnait comme marché à l'Union européenne pour développer et l'Algérie et les frontières algériennes et puis lutter contre tous ces migrants. Il y avait un projet en 2017 quand M. Tebboune était à l'époque Premier ministre, il avait un projet justement pour ouvrir avec les pays du Sahel, tout ça, et puis offrir du travail parce qu'on a besoin de main-d'œuvre en Algérie. Et il a été boycotté par Paris à cette époque-là. En 2017, ils se sont jamais imaginé que cet homme-là, que la France a jeté avec Saïd Bouteflika, allait devenir le président de l'Algérie. Et aujourd'hui, ils sont en train de le supplier. Et apparemment, il y a un autre dossier qui va être traité, c'est Barkhane.
Barkhane ne restera pas au Niger et par les nouvelles que nous avons eues sur ce voyage, on peut déjà le deviner parce que Macron a fait une demande à l'Algérie pour faire passer, pour réouvrir l'espace aérien que pour transférer des choses de l'armée qui sont à Barkhane. Donc, il va y avoir un soulagement du côté de l'armée française par rapport à Barkhane. C'est les Américains qui sont là. Les Américains sont concernés par le gazoduc du Nigeria et ils ne veulent pas de la présence française. Ça, c'est formel et je le sais de sources sûres et je le sais par rapport au dossier de Macron qui doit aller en Algérie et tout ce qu'il doit traiter comme dossier. Donc, en priorité, il y a la Libye et le Mali. Mais l'Algérie ne changera pas sa position, ça c'est sûr. La France n'a plus rien à faire dans le Sahel. Tout à l'heure, c'était Charles de la Rochefoucauld. J'avais oublié le nom, mais je suis désolée. J'ai tellement de choses dans la tête et je suis tellement de dossiers que parfois, comme ça, j'ai un trou de mémoire. Mais j'essaie d'aider au maximum et j'essaie d'apporter plus d'informations et j'essaie aussi d'être à jour au niveau des informations comme cette fatwa qui m'inquiète énormément sur le djihad dans le Sahel. Il ne faut pas que nos amis maliens prennent ça à la rigolade. Les Mauritaniens ont déjà réagi et ils réagissent très très bien à tout ça. Et merci à Afrique Média, merci beaucoup. Merci Madame Linda Labami pour votre intervention. Monsieur Sylvain de Bogou, certains observateurs parlent d'un impact économique à venir pour les deux parties prenantes, notamment la Côte d'Ivoire et le Mali. Partagez-vous cet avis? Pouvons-nous parler aujourd'hui d'un impact économique au regard de cette situation? Bon, ici, l'impact économique, la Côte d'Ivoire avait déjà fait son blocus et la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont fait leur blocus, mais en réalité, la Côte d'Ivoire en souffre et ces pays qui ont fait leur blocus en souffrent réellement. La Côte d'Ivoire est devenue encore plus chère. Abidjan est devenu plus cher que Bamako. Abidjan est devenu invivable plus que Bamako. Donc, je pense que on voit ici, si on pouvait comparer cela, on voit ici ce que l'Europe a voulu faire à la Russie. C'est l'Europe qui en souffre plus. C'est le même cas aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Mali, parce que l'Algérie, la Tunisie, les autres pays ont ouvert grandement leurs frontières au Mali. Donc cet impact économique, c'est la Côte d'Ivoire qui en souffre, parce qu'en réalité, c'est les Maliens venaient en Côte d'Ivoire pour faire des achats et remonter avec pour aller revendre, pour aller faire leur business. Maintenant que Côte d'Ivoire perd ce partage d'argent qui alimentait aussi quelque part l'économie ivoirienne, je pense que Alassane Dramane Ouattara doit changer vraiment ses lunettes et revoir sa politique, parce qu'après tout, on a vu dans ces pays où nous vivons, au moment où l'Afrique met un embargo sur le Mali, nous voyons encore les mangues maliennes qui sont vendues en France comme en Angleterre et un peu partout. Les marques sont là. Et la Côte d'Ivoire, elle paie. C'est le Mali qui fournissait, était l'un des grands fournisseurs en viande à la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais aujourd'hui, la marmite ou bien en tout cas le sac de la ménagère se vide en Côte d'Ivoire parce que les prix montent, le prix du kilo de la viande est monté à plus de 200%. C'est ce qui est la réalité. La Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'Alassane Dramane Ouattara pense que la Côte d'Ivoire est le seul pays ou bien qui se suffit, qui nourrit tout le monde. Non, c'est le donnant. Et le Mali donne beaucoup à la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître. Tout comme je l'ai dit, en matière de biens, en matière d'échanges économiques, et le port, les deux ports San Pedro et Abidjan, où les Maliens viennent faire leurs achats pour remonter avec, ça faisait rentrer de l'argent en Côte d'Ivoire dans le budget de l'État ivoirien. Alors quand il fait ça, il se coupe l'herbe sous les pieds à Alassane Dramane Ouattara. Mais comme
on le surnomme en Côte d'Ivoire le Mangela. Il aime prendre les crédits, il aime voyager beaucoup. On a même entendu cette semaine qu'il a refusé, entre parenthèses, de reconnaître la dette et de rembourser la dette prise auprès du président Denis Sassou Nguesso. Quand vous voyez la malhonnêteté de ce monsieur placé à la tête de la Côte d'Ivoire par la France, qui ne suit que ce que Macron lui dit, ce que la France lui dit, ce que les partenaires de la France lui disent, Alassane Dramane Ouattara est en train d'assassiner, je dirais, les Ivoiriens, et il est en train de détruire les rapports qui existent entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, et principalement avec le Mali. Qu'est-ce qu'il va laisser après son départ à la Côte d'Ivoire? Celui qui viendra après aura beaucoup à remonter, il y aura beaucoup à faire. Parce que Alassane Dramane Ouattara, qui se veut le chef de village de cette Afrique de l'Ouest, veut opprimer tout le monde, minimise tout le monde. En tout cas, il est arrogant devant ses présidents, ses autres présidents qui l'entourent. Alors que le Mali, c'est un grand pays, c'est une grande nation, c'est le pays qui donne le plus d'or, je le répète, à l'Union européenne. Il faut que Alassane Dramane Ouattara revoie vraiment sa politique avec le Mali. Sinon, c'est la Côte d'Ivoire qui en souffre, pour notre part. Monsieur Issa Diawara, cette question, je vous la renvoie. Pouvons-nous aujourd'hui parler d'un impact économique pour les deux parties prenantes dans cette affaire des 49 mercenaires ivoiriens? Madame, pour le moment, on ne parle pas d'impact économique en tant que tel. Pour le moment, la circulation continue entre les deux pays. C'est vrai, il y a certaines tensions, mais en tout cas, la circulation est fluide pour le moment. Ça continue bien. Je pense on n'a pas encore atteint ce niveau, c'est vrai. Ouattara est en train de manipuler certains. Il y a des jeunes qui sont manipulés, des jeunes qu'on appelle communément des microbes, qui ont leur tête de ressortissants. Vous savez ce qui est très bizarre dans cette histoire. Les principaux soutiens de Ouattara en Côte d'Ivoire sont dans une grande majorité des Ivoiriens d'origine malienne. C'est là que beaucoup ne comprennent pas. Des Ivoiriens, parce que quand on dit que la Côte d'Ivoire a un moyen de pression sur le Mali, qu'il y a 3 à 4 millions de Maliens, mais les 3 à 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire là, dans la plupart des cas, ce sont des binationaux. Même Ouattara a séjourné au Mali. Sont dans la plupart des cas des binationaux. C'est comme lui-même Ouattara, qui est en partie burkinabé, qui est même burkinabé. Donc, ces binationaux qui sont ivoiriens se voient aujourd'hui ivoiriens plus que les vrais ivoiriens. Ce sont eux qui soutiennent Ouattara dans ça. Ce sont eux qui sont les microbes de Ouattara. Et ce sont eux qui incitent le Mali. Ce sont eux qui sont en train de poser tous ces actes. Beaucoup d'Ivoiriens, dans leur majorité, soutiennent le Mali. Donc, malheureusement, ceux qui font ce combat du côté de Ouattara sont bien sûr des Ivoiriens d'origine malienne. Ce sont des gens qui portent des noms comme moi, des Diawara, comme Amina Fofana de Fofana. D'ailleurs, l'un de leurs leaders là, il est Fofana, comme Amina Fofana, des Baradji. Donc, ce sont en réalité, ce sont des Soniqués, des Malinqués, des Sénoufos, du Mali qui sont installés, qui sont établis là-bas. Donc, qui bénéficient de la double nationalité ou de la possibilité de la double nationalité. Donc, en comptant le nombre, c'est bien sûr avec ces gens-là qu'on se retrouve à 3-4 millions de Maliens. Ce sont les Maliens ordinaires là qui tiennent son petit commerce ou le petit cireur de chaussures qui se retrouvent là-bas pour 1 an ou 2 ans et ils sont trappés. Dans la plupart des cas, de la grande majorité, ce sont des Ivoiriens d'origine malienne, donc ils bénéficient à la fois de la nationalité ivoirienne et de la nationalité malienne. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas les choses et qui sont là à parler comme ça sur les médias, on va expliquer les 3 millions de Maliens, mais moi je dis bravo. Parce que ces 3 millions de Maliens, beaucoup sont les militaires de Ouattara. Beaucoup sont les microbes de Ouattara qui ne savent même pas et qui tiennent le discours qu'on va expliquer les 3 millions de Maliens, mais eux-mêmes ils ne comprennent pas qu'ils sont comptabilisés, qu'ils sont comptés parmi les 3 millions de Maliens. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Eux-mêmes là qui tiennent la rue là, contre les Maliens là, ils sont comptabilisés parmi les 3 millions de Maliens. Donc on la retrouve dans l'armée ivoirienne. Donc si on pouvait remercier les 3 millions là, nous ça nous fera plaisir. Parce qu'on aura beaucoup de militaires ivoiriens qui vont se retrouver de l'autre côté, qui seront frustrés et qui vont nous aider à précipiter le sort de M. Ouattara.
C'est de cela qu'il est question. Donc, ils ne comprennent pas cela. 3 millions de Maliens, 4 millions de Maliens. En réalité, c'est un discours qui vient du côté du Mali. Il s'agit de comptabiliser tous les binationaux qui bénéficient de la nationalité malienne. Donc, sans eux, on ne serait même pas 1 million de Maliens. Donc, quand on dit 3 millions de Maliens, c'est de cela. Donc, pour le moment, il n'y a pas un impact économique. Et ils font des bruits, ils ne comprennent pas. Mais Ouattara ne parle pas. Parce qu'il y a l'élection 2025 qui arrive à grands pas. Parce qu'il y a certains d'entre eux qu'on appelle les microbes qui sont en train de mener de telles actions. Parce qu'à chaque sortie, vous êtes aussi rémunéré. Il y a de l'argent en jeu. Donc, ils continuent. C'est un marché qui vient, en tout cas, qui vient d'être créé. Il continue cette déstabilisation. Mais Ouattara sait qu'il a besoin de l'électorat de ces Maliens, en tout cas, de ces Ivoiriens d'origine malienne. Mais à ce rythme, est-ce que Ouattara doit avoir leur voix? Je ne crois pas. Il y a un autre leader de Djoula politique que tout le monde connaît. Et est-ce à long terme, il y a M. Gbagbo qui est de l'autre côté, ça va profiter à l'opposition ivoirienne. Donc cette crise, si ça perdure, cela ne profite nullement à Ouattara qui a besoin de son 4e mandat en 2025, malgré qu'il soit fragile, ou qui a besoin d'un homme qui puisse en tout cas continuer son pouvoir pour garantir ses intérêts, couvrir tous ses crimes. Est-ce que Ouattara va réussir cela en créant un bras de fer avec le Mali? Je ne pense plus. Puisque ce n'est pas que le Mali. En s'apprenant au Mali aujourd'hui, la transition malienne elle est panafricaine. Ce sont tous les panafricains aujourd'hui qui ont le pouvoir de Ouattara comme un pouvoir ennemi. Donc Ouattara, nulle part, les Ivoiriens d'origine africaine, qui sont en réalité, qui ont porté Ouattara au pouvoir, vont les déposer dans leur grande majorité. Donc Ouattara est en train de perdre sa grande base. Donc ceux qui ne comprennent pas en gagnant les quelques miettes, en faisant croire à la déstabilisation aux hommes fidèles de Ouattara, sont en réalité en train de sceller le sort de Ouattara. Parce que là, ils sont en train de retourner tous les Africains contre le pouvoir de Ouattara. Et à ce moment, tous les Africains vont d'emblée soutenir l'opposition ivoirienne. Et moi, je pense c'est l'opposition ivoirienne qui doit être consolidée, qui doit ardemment travailler à fédérer comme le Mali avait réussi cela. Au sein du M5, il y avait tous les opposants de différents bords, les gens qui ne parlaient même pas d'une même voix, mais ils ont été obligés de se mettre ensemble pour se nous débarrasser de Ibeka, qui était le pion de la France ici au Mali. Donc aujourd'hui, il est question pour les opposants ivoiriens. Je pense que le Mali fait sciemment de traiter cette question de 49 mercenaires ivoiriens pour permettre à l'opposition ivoirienne de se retrouver et de parler des langages africains comme les autorités du Mali. Je vois une lanterne de ce côté, je comprends. Il y a tout un travail pour construire une opposition qui soit responsable, une opposition qui soit fiable. Donc pour le moment, il n'y a pas d'impact économique, mais bien sûr, il y a impact politique et cela va beaucoup impacter en défaveur de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, M. Issa Diawara, on reste avec vous et il faut préciser que nous sommes parvenus pratiquement au terme de ce programme. Alors, M. Issa Diawara, de nombreux panafricanistes affirment que ces 49 mercenaires ivoiriens avaient pour unique objectif ou alors unique mission de déstabiliser le Mali et, je cite, d'assassiner le colonel Assimi Goïta. Quel est votre regard? Ces 49 mercenaires seuls ne sont pas impliqués dans ce coup. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Les 49 mercenaires participent à un vaste complot de déstabilisation du Mali. Les 49 mercenaires avaient des gens qui les attendaient. Ces 49 qui ont été interceptés, mais combien sont dans la nature? Combien ont été neutralisés par l'armée malienne? Puisque les 49 mercenaires ont parlé. Combien étaient en préparation pour rejoindre le Mali? C'est de cela qu'il est question. Donc les 49 mercenaires, bien sûr, participaient à un vaste complot. C'est pourquoi je dis, pour faire venir 49 hommes de la Côte d'Ivoire au Mali, avons-nous besoin de 2 avions, madame? Non! Tout un seul avion pour les transports uniquement d'armes. C'est-à-dire c'est des coups, ils ont réussi à faire introduire des armes suffisamment. C'est pourquoi quand les Américains ôtent la part des menaces d'attentats à Bamako et autres, c'est parce que ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils sont en train d'infiltrer le Mali. L'autre jour, dans la région de Caille, je suis de la région de Caille, il y a 3 à 4 jours, il y a un militaire nigérien qui a été arrêté parce qu'il voulait saboter un pont
au niveau de la ville de Caille. Donc lui aussi c'est un mercenaire qui vient d'être arrêté. Et pour qui la France-Afrique fait croire qu'il aurait des troubles mentaux. Mais on a retrouvé sur lui bien sûr sa carte militaire. Et il a travaillé au niveau de l'ONICI en Côte d'Ivoire. Des hommes qui ont mené Ouattara au pouvoir. Donc c'est tout un réseau ici. Ce sont les 49 mercenaires qui sont visibles. Mais il y a les mercenaires d'autres pays. Vous savez, les autorités du Mali parlent paix. Mais les jours qu'elles vont étaler cela au grand jour, vous comprendrez l'ampleur du dégât, l'ampleur du complot. C'est pourquoi Macky Sall même est resté bouche bée. Lui-même qui relève de la France-Afrique. Il a été surpris parce que pour lui, le Mali ne dispose pas aussi de tels renseignements. Pour lui, il était venu tester, voir à quel niveau les autorités du Mali en sont concrètement. Donc il a compris que les autorités du Mali ont une longueur d'avance en termes de renseignements et que les autorités du Mali ont anticipé sur tous les coups. Même la visite de Ouattara en France, nous en avons déjà fini. Les autorités du Mali savent de quoi il s'agit. N'oubliez pas que ce n'est pas gratuit qu'un vocal de M. Ouattara, un opposant, en tout cas un homme de la France-Afrique du Mali, a été rendu public. Là où on a mesure d'écouter la communication de Ouattara, dites-vous que tout ce qu'il tente comme agissement, agitation, il est surveillé, nous le suivons de près, donc nous avons les renseignements nécessaires. Et il faut saluer les partenaires algériens, les partenaires russes dans ce travail de renseignement. Monsieur Sylvain de Bogou, je vous renvoie cette question. Pour de nombreux panafricanistes, et il faut également ajouter des analystes politiques, pour ces derniers, l'unique mission de ces mercenaires ivoiriens était la déstabilisation du Mali, mais surtout l'assassinat du colonel Assimi Goïta, pour reprendre exactement les termes de ces panafricanistes. Quel est votre regard? Oui, madame, nous n'avons pas de doute sur cette mission macabre. Nous n'avons pas de doute parce que ce soit la France qui est la maîtresse ou bien la patronne de ces gens de Alassane Dramane Ouattara et autres, tout cela ne doute pas de la force et de l'intelligence de l'autorité malienne qui dirige aujourd'hui ce pays. Et surtout de Goïta lui-même. Il ne doute pas de son intégrité et de sa force militaire. Ils savent que c'est un homme qui est formé à l'arme. C'est un homme qui, deux fois, a fait un coup d'État pour être là. Et donc, il faut le balayer. La France ne vient pas, en tout cas ces mercenaires, ne venaient pas, comme je le répète, faire de la fête avec des enfants comme si c'était un anniversaire. Ils venaient l'assassiner. Et vous avez vu dans le passé, madame, où, dans une mosquée, à Goïta, le colonel a failli être poignardé. Vous comprenez? Il a failli être poignardé. Et tout ça, ce sont les actions menées grâce à la France, par Alassane Dramane Ouattara, à travers ses mercenaires et tous ceux qui étaient déjà sur le terrain, qui devaient balayer après Goïta lui-même, mais qui devaient balayer toute la classe dirigeante actuelle du Mali pour mettre le Mali à plat. C'est cela la vraie mission de ces mercenaires. Donc chacun était posté, chacun devait être posté devant la porte de quelqu'un, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, où les Ouattao et autres étaient là pour assassiner des ministres, Lida Passim, du moins Boga Dudu Emile et autres. C'est la même mission, c'est le même plan de guerre, je dirais urbain, la même tactique que la France emploie, c'est-à-dire éliminer toute la classe du premier ou bien de la première couche jusqu'à la 5e couche, et pour que tous les Maliens, même les activistes, allaient être assassinés, madame. Ça, c'est aussi les informations que nous avons. C'était pour les assassiner, pour mettre le Mali à genoux, pour que la France vienne encore planter son drapeau tricolore sur le sol malien. Donc, ce n'est pas du faux, c'est de la réalité. Et nous demandons aujourd'hui à l'autorité malienne de redoubler de vigilance, vraiment de vigilance, et à la population malienne, aux jeunesses
à la jeunesse du Mali, à tous les Africains de donner ce qu'ils peuvent donner pour sauver l'Afrique à travers le Mali. Linda Labaoui, nous sommes en train de clôturer ce programme. Selon vous, quelle était la mission de ces mercenaires ivoiriens? Eh bien, faire du Mali ce qu'ils ont fait en Libye, tout simplement. La liquidation de M. Assimi Goïta n'est pas aussi importante que de mettre le chaos dans le pays. Il n'y a que comme ça qui pouvaient réaliser le projet qu'ils avaient dès le départ, diviser le Mali en 2, voire en 3. Il n'y a que de cette manière-là. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, ce que j'aimerais faire passer comme message aussi, c'est important, c'est le rôle des Émirats arabes en Afrique. On parle du Qatar, mais notre pire ennemi, parce que l'allié principal de la France, c'est les Émirats arabes. C'est un pays qui est nuisible. Je vous avais parlé de Victory Roro, l'espèce de bateau qui a déversé 4 fois des armes en Afrique. La 5e fois sur dénonciation de beaucoup de journalistes, tout ça, donc l'ONU a intervenu. Ces armes-là, elles sont en Afrique, il ne faut pas qu'on s'en serve contre le Mali. Et c'est ça le projet qu'il y avait. Donc, par rapport à ce que je disais, j'avais raison sur toutes les informations que j'avais, j'ai essayé de les faire passer. Et le complot est très très gros par rapport au Mali. Si le Mali réussit sa mission, ça va être boule de neige, c'est tous les autres pays qui vont tenter, tous les autres peuples. Donc il faut pas que le Mali, donc le peuple malien, il faut pas qu'il réussisse. Il faut qu'on l'en empêche à tout prix, quel que soit le prix à payer. Je sais de quoi je parle. Je suis algérienne et je sais ce que nous avons vécu. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. La décennie noire, elle était vraiment noire. Quand les gens sortaient, ils se disaient adieu et ils partaient. Tous les jours, des autobus explosaient, des voitures piégées, même des vieilles dans des marchés, soi-disant qu'elles étaient assises alors que elles étaient mortes et elles étaient piégées. Des bébés piégés, des bébés mis dans le four. Nous l'avons vécu, c'était un rêve. C'est pour ça que je me suis spécialisée dans le terrorisme. J'étais dans un rêve, le rêve de toute jeune fille. Je me suis retrouvée dans un cauchemar. Et ce cauchemar, à tout prix, il faut l'éviter au Mali, parce que c'est le combat de l'Afrique. Le Mali, c'est le nerf névralgique de toute l'Afrique. C'est le Sahel, c'est pas que l'eau, c'est pas que les richesses du pays, ce sont plusieurs ethnies qui sont là. Ce sont plusieurs tribus qui sont là. Si on les sépare, le Mali tombe. Et il ne faut pas qu'il tombe, il ne faut pas qu'il soit divisé. Et tout ce que je souhaite, c'est que je puisse apporter mon aide et plus d'informations. Comme là, je parle des Émirats arabes. Ils sont dans le coup de tous ces jeunes qui sont morts à la porte de Melilla. C'est les Émirats arabes qui ont livré il n'y a pas longtemps une 50aine de Mirages. Et ils ont livré aussi des drones aux Marocains pour qu'ils fassent leurs manœuvres là, pour qu'ils tuent des civils. Et ils ont voulu impliquer la Mauritanie, le Mali contre la Mauritanie, parce que la Mauritanie a soutenu le Mali et elle a ouvert son port et elle a ouvert toutes ses routes. Donc les Émirats arabes, c'est notre pire ennemi. Le Qatar, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il fait. Mais notre ennemi en Afrique, c'est véritablement les Émirats arabes. Les armes qui viennent d'arriver là en Afrique, c'est eux, c'est personne d'autre. Il y a la France qui est derrière, bien sûr, mais c'est d'abord eux, ils sont responsables de ce que nous vivons aussi aujourd'hui en Afrique. Et merci à vous et tout le bonheur au peuple malien, mais surtout soyez solidaires entre vous et restez derrière votre armée. C'est votre seul salut. Merci Madame Linda Labaoui pour votre participation dans le cadre de ce programme. Vous êtes analyste politique, mais également spécialiste des questions sécuritaires. Merci une fois de plus d'être là. Monsieur Okosisi qui était présent ce soir
activiste panafricaniste. Général Issa Diawara, vous êtes analyste politique, mais également panafricaniste. Merci infiniment pour votre disponibilité. Monsieur Issa Cissé, merci beaucoup pour vos différentes analyses. Vous êtes analyste politique et panafricaniste. On n'oublie pas Monsieur Sylvain de Bogou, analyste politique. Merci infiniment, chers invités, pour vos différentes contributions dans le cadre des programmes de la télévision panafricaine. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. C'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur les antennes de la télévision panafricaine. Au revoir.